L'idée que, dans un ménage, la femme pense plus que l'homme semble d'abord ridicule. Ce qui fait que, le plus souvent, les femmes tombent dans un bavardage vide, c'est qu'elles vivent d'égards et de politesse, qui sont des formes sans contenu, au lieu que les hommes sont instruits par leur travail et découvrent bientôt la nécessité extérieure, soit dans les choses, soit dans l'ordre humain. Il n'est pas mauvais de suivre d'abord cette idée que l'homme est naturellement fait pour conquérir les choses, les transformer et se les approprier. Les idées précises qu'il prend de son expérience sont certainement une partie de la sagesse. Ce qui est, ainsi que le possible immédiat, occupe bientôt tout son esprit, et les chimères s'envolent. L'exécutif, soit dans l'État, soit dans la famille, est toujours durement ramené par l'objet même, et, devant l'action pressante, dit aussitôt adieu à ses projets chéris. Ainsi se forme communément l'esprit masculin, toujours opérant et coopérant, toujours obéissant afin de réaliser. Ce genre de pensée se fatigue et se repose en même temps que le corps. Et l'habitude de penser en agissant, et en quelque sorte dans les jours et passages que l'action découvre, fait que la pensée masculine s'ennuie d'elle-même dans l'oisiveté. Le jeu de cartes et le jeu d'échecs sont des jeux masculins. Un certain genre de rêve et de chimère accompagne au contraire le travail féminin, qui, dans l'ordinaire, est presque machinal et sans invention aucune. Le jeu des possibles est alors grand comme le monde, surtout par le spectacle continuel de l'enfant, d'abord élevé, ainsi qu'il convient, selon le modèle humain et non selon la nécessité extérieure. Cette pratique du gouvernement domestique, toujours réglée d'après des maximes, dispose au jugement moral et à la contemplation. Il ne faut pas oublier non plus que le pouvoir moral suppose l'art de persuader et de deviner, d'où un genre de pénétration et de ruse qui ne ressemble nullement aux précautions et à la dextérité de l'artisan. « Il faut que je demande conseil à ma femme, » dit M. de Rênal. Birotteau devrait bien écouter Madame Birotteau. M. Jourdain ne devrait pas mépriser Madame Jourdain. Je m'en tiens à des exemples pris du roman et de la comédie. Les exemples réels sont souvent ambigus et toujours mal connus. C'est déjà quelque chose d'apercevoir une idée directrice en ce sujet difficile et neuf. D'après cela, on se fera quelque idée du pouvoir des femmes. Dès que la culture humaine l'éclaire, le tribunal féminin est le plus redoutable et le plus redouté de tous. Les cours d'amour et les règles de la chevalerie en témoignent assez. Pouvoir spirituel à bien regarder. En revanche, il faut considérer équitablement la nature de ce pouvoir masculin, qui est temporel, et toujours appuyé sur les nécessités extérieures. L'homme est le maître parce qu'il agit, non pas parce qu'il pense, et ce qu'il rapporte à la maison, c'est l'inflexible arrêt de l'ordre extérieur. Ce qu'il apporte et exprime impérativement, c'est, à proprement parler, la nécessité d'obéir. Il est l'ambassadeur des choses. Ce sont les choses qui parlent net, et non pas lui. Mais il est ordinaire que l'on s'en prenne au messager de la nouvelle qu'il apporte. Le tyran, ce n'est point l'homme, c'est l'ordre des choses. Quand la femme veut faire sa propre vie par son travail, elle se trouve en face de la nécessité extérieure, humaine ou cosmique. En cet état d'indépendance abstraite, elle n'obéit pas moins. Au contraire, elle obéit plus. C'est la même erreur que de vouloir être roi, afin d'être délivré d'obéir. Nul n'obéit plus qu'un roi.